Donc, je vous propose de commencer par la première table ronde. Donc Marcel Lejaune vous a présenté tout à l'heure en fait, les deux grandes familles de leviers qu'on a pu identifier dans cette note pour pouvoir répondre efficacement et durablement en fait, à ces enjeux. La première grande famille, c'était voilà, la diapo est déjà là. C'était en fait mettre en place une agriculture de précision et bas carbone valorisée en fait par les filières agroalimentaires. Hein. Le titre de cette première table ronde, c'est filières agroalimentaires, valoriser les actions climatiques qui sont faites en particulier avec des mesures de l'agriculture de précision et bas carbone. Donc voilà en fait la thématique de cette première table ronde. Donc j'invite tout de suite les intervenants, les participants à cette table ronde à prendre place. Vous prenez le siège que vous voulez. Donc Lucille Dauger, Valérie Frappier, Fabien Poré et François Thierrard. Alors, merci beaucoup à tous les quatre d'être ici. Ce que je vais faire, en fait, dans les deux tables rondes, je vais commencer par donner la parole en fait, aux coopératives, parce qu'on a la chance d'avoir deux grandes coopératives ici représentées cet après-midi. Donc Valérie Frappier, vous êtes la directrice RSE, communication et relations extérieures pour Vivesia. Et donc, je voulais vous donner la parole en premier, parce que, en fait, il me semble que dans cette thématique de comment mieux répondre, mieux s'adapter au changement climatique et mettre en place des actions qui permettent de l'atténuer, les coopératives jouent finalement un rôle central entre les agriculteurs, les entreprises de l'amont, les entreprises de l'aval, la transformation, pour informer, on a parlé un petit peu information tout à l'heure, informer, accompagner, voire massifier, hein, j'ai l'impression que c'est un mot-clé, ces actions pour qu'elles soient véritablement efficaces. Alors comment Vivesia se situe par rapport à ces enjeux ? Bonjour à tous. Déjà, si je puis me permettre, je vais présenter en deux mots peut-être Vivesia, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Vivesia, c'est un groupe coopératif céréalier du nord-est de la France, avec un socle coopératif composé de 10 000 agriculteurs. Dans les années 60, ces entrepreneurs agricoles ont décidé d'aller dans la transformation et de planter des usines au bout des champs parce qu'on était loin des ports. Et donc aujourd'hui, on a aussi un groupe agroalimentaire composé de grandes filières, blé, farine, pain, avec Grand Moulin de Paris, Francine. On accompagne un boulanger sur 3 en France. Et puis également une grande filière orge Malte avec Malte Europe. Et puis aussi maïs, semoulier avec Elisea. Donc tout ça fait à peu près un groupe de 7000 collaborateurs. On collecte à peu près 3 millions de tonnes de céréales qu'on transforme ou valorise à moins de 300 km de Reims. Et puis par ailleurs, nos grandes entreprises agroalimentaires agissent aussi en France et puis à l'international. Donc ça, c'est juste pour vous planter un petit peu le décor. Alors, juste peut-être sur déjà nos enjeux climat. Effectivement, la coopérative, elle a une double responsabilité parce qu'en fait, en étant groupe coopératif, on a une responsabilité directe de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on a déjà, nous, des trajectoires posées depuis 5 ans, déjà sur notre scope 1 et 2, donc moins 20% jusqu'en 2025. Et puis, évidemment, on a aussi notre responsabilité indirecte en tant que coopérative, mais aussi en tant que groupe agroalimentaire vis-à-vis de notre amont agricole. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a en fait posé un certain nombre d'engagements. On est en train de travailler sur notre stratégie climat et on a surtout une volonté en fait d'abord sensibiliser les 10 000 agriculteurs Vivesia aux enjeux carbone, parce que finalement, on n'en parle que seulement depuis 2-3 ans. On a, nous, recruté un ingénieur agronome il y a 2 ans spécialisé bas carbone. Il sortait de l'école, et même à l'école, en fait, on en parlait très peu. Il sortait d'Unilassal. Donc en fait, déjà, il y a cette première étape de sensibilisation parce que les agriculteurs sont des entrepreneurs agricoles, ils ont conscience de leurs responsabilités, mais peut-être moins sur leur rôle aussi de stockage
carbone dans les sols. Oui, c'est un sujet qui reste assez nouveau. Voilà, donc c'est tout à fait récent, et donc c'est la raison pour laquelle on a développé des initiatives, ou peut-être j'y reviendrai, je ne sais pas si vous... Allez-y. Allez-y, bon, je continue. D'abord, Vivesia est très engagé sur tous les enjeux du sol, parce qu'en fait, ça fait depuis 15-20 ans qu'on a un club qui s'appelle Vivesia Agrosol. On a à peu près 300-400 agriculteurs qui sont un petit peu pionniers sur les enjeux du sol, la capacité à utiliser ce patrimoine pour à la fois travailler la microfaune, stocker du carbone. Donc on a déjà ces enjeux qui ont été très intégrés au sein de la coopérative. Donc qu'est-ce que vous faites avec ces agriculteurs? C'est des expérimentations qui se font chez eux, que vous mettez en place? C'est des tournées de plaine. En fait, on a 18 sous-clubs sur tout le territoire. Et en fait, c'est animé par 2 ingénieurs agronomes. On a recruté un 2e ingénieur agronome il y a aussi 2 ans. Donc en tout, voilà, on a 2 ingénieurs agronomes spécialisés sur l'agriculture conservation des sols, et puis un spécialisé sur tous les enjeux bas carbone. Et puis depuis 5 ans, et la recherche est un peu pauvre sur ce sujet-là, on a beaucoup travaillé sur les couverts agronomiques multi-espèces. Donc on a développé beaucoup d'expérimentations, parce qu'on a à peu près 600 micro-parcelles, etc. Et dans le cadre de nos expérimentations, on a travaillé à ces couverts agronomiques. Et depuis 5 ans, en fait, on les expérimente avec un certain nombre d'agriculteurs. Et d'une certaine manière, ces techniques-là qui viennent de l'agriculture conservation des sols ont tendance en fait, à irriguer aussi l'ensemble des autres agriculteurs. Donc voilà, mais je ne sais pas si je réponds à toutes vos questions. Donc la sensibilisation des agriculteurs, voilà, les enjeux du sol, la pédagogie, la formation, et puis l'expertise en interne en fait, que vous avez développée à ce niveau-là. Après, on a un deuxième levier, c'est nos liens déjà avec nos propres filières internes, donc Malte Europe, les Grands Moulins de Paris, et avec leurs propres clients. Donc on a développé des expérimentations depuis 2 ans sur des programmes d'orge bas carbone, avec Malte Europe et Heineken. Donc c'est une expérimentation avec une quinzaine d'agriculteurs où en fait on expérimente des leviers, un certain nombre de leviers agronomiques. Alors évidemment, ce que disait Zaka, c'est très important, parce que des couverts, il faut de l'eau aussi pour que ça pousse après la moisson. Et la première année, l'année dernière, il se trouve que voilà, il y a eu pas mal de déficit hydrique, et du coup les couverts n'ont pas pu lever, et donc n'ont pas pu jouer leur rôle sur l'azote, etc. Donc du coup, c'est pas si simple. Là, on est à la 2e année, donc voilà, on étudie, et c'est un programme sur 3 ans. Après, on a fait aussi des grandes campagnes de prélèvement de sol. On en a fait à peu près sur 145 parcelles l'année dernière avec la fondation ONG Earthworm, qui nous a donné une photo sur tout le territoire pour connaître un peu le niveau de matière organique dans les sols sur l'ensemble de nos territoires. Donc il y avait à peu près 50 agriculteurs qui étaient volontaires. Et puis là, tout récemment, depuis un gros mois, en lien avec mon collègue à côté de My Farm, on a développé en fait un diagnostic carbone simplifié. Ça participe en fait d'abord à la sensibilisation et à la pédagogie. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, on a considéré que avant de se lancer potentiellement dans un diagnostic grande culture labellisé par le ministère de l'Agriculture, il faut d'abord déjà sensibiliser. Je reviens à mon premier message. Et donc, du coup, on s'est inspiré de ce diagnostic robuste, scientifique, par nos équipes agronomiques. On a développé un questionnaire, on a travaillé avec My Easy Farm pour développer un outil simple, facile d'accès, où en fait sur des données principales, l'agriculteur est capable de se situer à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi son potentiel de stockage. Il peut aussi simuler ses marges de progrès avec certains leviers agronomiques, et ça lui donne des notes. Et après, il pourra, lui, de son côté, voir s'il veut aller plus loin, s'il veut engager des pratiques bas carbone, ou s'il veut aller carrément sur un diagnostic de 2 jours, voir s'il peut avoir des crédits carbone. Voilà, et on a lancé ça depuis un mois, on est à peu près à 1000 diagnostics déjà réalisés, donc ce qui est déjà beaucoup, mais on continue la mobilisation parce que voilà, c'est 20 minutes, une demi-heure du temps de l'agriculteur qui est précieux. Et voilà, les premiers retours sont plutôt très positifs dans cette démarche. Et après, j'espère que en fait, mes collègues des coopératives pourront aussi l'utiliser, parce que c'est le but.
Donc ça, voilà. c'était une initiative qui a été lancée au moment du Salon de l'Agriculture. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on a travaillé pendant 6 mois dessus quand même. Hein. Oui. Donc c'est en fait une initiative qu'on a dans les cartons depuis 1 an et on l'a lancée en avril auprès des agriculteurs. Et puis dernier point, pour la coopérative Enmel, cette initiative est fondamentale pour asseoir notre crédibilité vis-à-vis de nos clients. Parce qu'en fait, l'ensemble de nos clients agroalimentaires de la coopérative viennent à nous pour savoir comment on peut mettre en place des cahiers des charges résilients, bas carbone, etc. Voilà, et ça participe aussi à cette anticipation de marché et à la façon dont on va pouvoir travailler sur des modalités d'accompagnement des agriculteurs. Dans cette démarche de chaîne alimentaire, je m'arrête justement. là. J'étais peut-être Merci un peu longue. beaucoup. Non, c'est parfait. François Thierard, du coup, je vous donne la parole. Vous représentez donc My Easy Farm. Vous êtes le président de My Easy Farm. Comment vous travaillez avec Vivescia? On a entendu le mot diagnostic. Je pense que c'est un mot-clé aussi, diagnostic carbone. On en a vraiment besoin aujourd'hui. C'est la première pierre finalement à l'édifice pour aller peut-être jusqu'à la génération de crédit carbone agricole. Donc comment vous travaillez? C'est quoi un diagnostic carbone simplifié? Et puis il y a un vrai diagnostic carbone qui va jusqu'au bout. C'est quoi? Quelle est la différence entre les deux? Alors peut-être avant, je vais peut-être expliquer ce que c'est que My Easy Farm et My Easy Carbone, nos différents outils. Donc My Easy Farm, c'est une start-up qui est basée également à Reims. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on a travaillé avec Vivescia. On est spécialisé à l'origine dans le domaine de l'agriculture de précision, donc la bonne dose au bon endroit au bon moment, on pourrait dire quelque part, mais surtout donc l'utilisation des données numériques de telle manière à ce que ces données numériques soient agrégées à un seul endroit et qu'elles soient utilisables au niveau des matériels agricoles pour faire véritablement de la modulation. Je pense qu'on a des statistiques, par exemple, que le principal outil de modulation d'azote, FarmStar, aujourd'hui, je crois qu'il y a 15 à 20% des agriculteurs uniquement qui utilisent ces cartes FarmStar qui payent et qui les utilisent jusqu'à leur console pour moduler leur engrais. C'est en train de changer parce qu'on voit actuellement que le prix de l'engrais est en train d'augmenter de manière importante. Donc les agriculteurs sont de plus en plus sensibilisés à cette modulation pour des aspects économiques, mais il n'y a pas que des aspects économiques, bien sûr, il y a des aspects environnementaux derrière. Donc à l'origine, donc My Easy Farm, on est parti sur ces sujets d'agriculture de précision. Puis depuis 2 ans, on a travaillé en parallèle donc de l'écriture du label bas carbone grande culture par les différentes organisations pilotées par Arvalis pour développer un module qui s'appelle My Easy Carbone, qui utilise toutes ces données numériques couplées avec des calculateurs de telle manière à pouvoir faire le diagnostic de l'exploitation agricole, de simuler les changements de pratique. On a parlé d'un certain nombre de changements de pratique tout à l'heure, mais surtout année par année. Et là, puisque les deux premiers aspects, c'est toujours un mode de calcul, donc c'est de la théorie. On est surtout dans une 3e phase, qui est la 3e phase de l'agriculteur, qui, année par année, permet d'enregistrer pratiquement les changements de pratique de l'agriculteur pour générer des crédits carbone qui sont les plus fiables et vérifiables possibles. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une certaine peur, enfin, pas dans le domaine de l'agriculture, mais il y a eu déjà des choses, je vais pas revenir là-dessus, dans le domaine des crédits carbone, dans le domaine de l'industrie. Donc, nous, notre objectif, c'est de générer ces crédits les plus fiables et surtout les plus vérifiables possibles, non pas en utilisant des données déclarées, donc saisies manuellement par l'agriculteur, en essayant d'utiliser des données les plus vérifiables et numériques possibles. Par exemple, on sait que le satellite, maintenant, est capable de reconnaître les types de cultures, voire les cultures intermédiaires au fil du temps. Non pas que l'agriculteur ne sache pas ce qu'il y a dans ses parcelles, mais surtout pour l'acheteur du crédit carbone, ça lui permet de vérifier que ce sont des informations fiables. De la même manière, un matériel agricole, un épandeur d'engrais ou un pulvérisateur enregistre les quantités d'engrais, voire de produits phytosanitaires, de semences, qui sont réellement implantés dans chacune des parcelles. Donc on cherche à s'appuyer au maximum sur ces informations-là pour prouver la véracité des données et prouver donc que ces crédits carbone sont les plus réels possibles. Alors pour revenir à la démarche avec Vivescia, donc un outil comme My Easy Carbone, même s'il s'appelle My Easy Carbone, donc mon carbone simple, c'est quand même un outil qui met en œuvre un certain nombre de données numériques, donc c'est pas si simple que ça. C'est pas un agriculteur tout seul qui va pouvoir le faire. En tout cas, il va être souvent accompagné par un conseiller agricole. Donc avant de se lancer dans
dans ce diagnostic carbone et puis dans la suite du projet, on a considéré qu'il fallait un outil simple qui soit utilisable par l'agriculteur tout seul, avec assez peu de données. Donc je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de données que l'agriculteur saisit, qui lui permet de se faire son premier bilan, de se dire où est-ce que je me situe par rapport aux autres. Est-ce que je suis A, B, C, D, E, je suis plutôt A ou est-ce que je suis plutôt E? Donc ça lui permet de faire un diagnostic culture pour l'ensemble de son exploitation, mais en décrivant un peu ses différentes rotations. Et puis ça lui permet également de jouer ensuite sur, de simuler rapidement l'impact des différents leviers qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Si je réduis mon travail du sol, si je mets en place des couverts intermédiaires, si je réduis mon engrais minéral et je remplace par de l'engrais organique, etc. Donc il a un certain nombre de leviers sur lesquels il peut jouer, qui alors ne calculent pas un crédit carbone, parce que sans ça serait Maïzy Carbone, mais qui lui permettent de calculer on va dire une tranche d'équivalent carbone qui pourrait gêner en changeant ses pratiques. Donc ça lui permet en une quinzaine de minutes, puis après en jouant sur les différentes simulations, de voir s'il est bon ou pas bon, puis ça lui permet de quelque part de se dire oui, c'est intéressant pour moi, parce que je vous rappelle, on ne l'a pas dit, mais l'agriculture, c'est quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculteur, par contre, c'est un puits naturel potentiel de carbone. Donc l'agriculture, dans son ensemble, a un rôle à jouer dans la réduction des émissions. Donc il faut quelque part que l'agriculture prenne le sujet en main. Et c'est vrai qu'on doit faire un effort d'évangélisation dans ce domaine-là, pour former les agriculteurs, pour former les équipes, l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, en fait. Donc c'est important, ce genre de choses, et un outil comme cet outil simplifié permet quelque part d'aller dans cette direction-là. De mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre d'agriculteurs qui ne connaîtraient pas au départ, et de comprendre leur potentiel, leur marge de progrès, finalement. Exactement, et l'outil qu'on a développé avec Vivesia, on va le mettre à disposition d'autres agriculteurs, d'autres coopératives qui pourront le mettre également sur leur intranet pour évangéliser les agriculteurs, et c'est gratuit. Ok. Et donc on l'a cofinancé, nous. C'est gratuit pour l'agriculteur. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est gratuit pour l'agriculteur. Donc c'est rentable pour le coup. Ok. Et donc votre outil, il est labellisé label bas carbone. L'outil diagnostic simplifié, il n'est pas labellisé bas carbone parce que c'est un outil très simple. Par contre, effectivement, Maïzy Carbone, c'est le premier outil qui a été labellisé par Bureau Veritas par rapport au label bas carbone grande culture. Je vous rappelle, le label est sorti au mois d'août de l'année dernière. Voilà, donc on est les premiers outils à être labellisés sur le sujet, ce qui veut dire qu'un porteur de projet carbone, qui est une coopérative, un négoce agricole, une chambre d'agriculture, peut utiliser notre outil pour déposer un projet auprès du ministère de la Transition écologique et donc peut calculer des crédits carbone qui seront reconnus en tant que tels et qui pourront être vendus sur le marché. Mais uniquement en France. Système très robuste, mais franco-français. Oui, effectivement, le label bas carbone grande culture, c'est quelque chose de franco-français, mais ça a le mérite d'exister. On parle au niveau de la Commission européenne du label bas carbone européen. On voit un certain nombre d'initiatives qui commencent à se développer dans d'autres pays. La Commission européenne nous promet quelque chose pour 2023. Personnellement, j'ai quelques doutes sur la date. Mais en tout cas, on voit des initiatives à peu près équivalentes dans les différents pays. Ceci dit, la France est quand même la plus avancée aujourd'hui sur le sujet. Vous aviez peut-être vu les conférences en tout cas qui ont été menées ou organisées par Julien de Normandie sur le sujet, qui font que la France... Dans le cadre de la présidence exactement, du Conseil européen. Dans ce cadre-là, la France cherche à pousser au niveau européen des sujets comme le label bas carbone français. Ok, merci. Lucille Dauger, je me tourne vers vous. On a parlé de diagnostic carbone, mais en fait, il ne s'agit pas que du carbone. Le diagnostic, en fait, il existe aussi évidemment sur d'autres sujets. Donc, vous êtes Product Manager Agri Transition, donc chargé de projet pour les transitions agricoles, en français, je pense, chez AXA Climate. Donc, tout le monde ne connaît pas forcément AXA Climate. Et donc, je vous donne la parole maintenant pour nous parler de quel type de diagnostic vous occupez. Et si j'ai bien compris, il s'agit de diagnostic de résilience climatique à partir d'indicateurs de durabilité chez les agriculteurs. Alors, expliquez-nous. Oui, c'est très bien résumé. Merci beaucoup, Marie-Cécile, et merci de nous avoir conviés aujourd'hui. On est ravis de
d'être là pour parler de ces sujets. Donc, je suis Lucie Loger, je suis ingénieure agronome et effectivement chargée des produits d'agri-transition chez AXA Climate. Chez AXA Climate, on a une conviction forte, c'est qu'en tant qu'assureur, on doit être partie prenante de la solution pour aider la transition durable de la filière agricole en France et à l'étranger. Donc c'est le premier constat. Et pour être partie prenante, il faut aider à décomposer le problème et la solution. Donc pour le problème, donc c'est ce dont vous parliez, Marie-Cécile, c'est avoir un diagnostic de quels sont quand on parle de climat, quels sont les enjeux pour un agriculteur ou pour un groupement d'agriculteurs. Donc quand on parle de climat, ça va être regardé pour une filière, quels sont les indicateurs de vulnérabilité d'une filière agricole et comment ces indicateurs vont évoluer dans un climat futur pour pouvoir prédire comment va évoluer un rendement ou une qualité de production dans le futur. Je vais prendre un exemple, Marcel le mentionnait rapidement en introduction. On peut parler de petits pois, mais le raisonnement serait exactement le même si je vous parlais de rendement laitier pour des Holstein en Normandie ou des carottes dans n'importe quel coin de la France. Le petit pois, il va souffrir de sécheresse en été, il va souffrir peut-être de gel, il va souffrir d'un tas d'indicateurs avec des seuils très précis, avec un producteur qui connaît ses variétés, qui connaît ses seuils. Et nous, on va appliquer pour une production donnée une expertise climatique pour dire, voilà, ces indicateurs de seuil, j'en sais rien, sécheresse, moins d'un certain niveau de précipitation pendant un certain temps. Aujourd'hui, la probabilité d'occurrence de cet événement, elle est de temps, mais parce que le climat va évoluer, il évolue déjà, les précipitations vont évoluer, c'est ce que Serge Jacquat vous expliquait en introduction. Ce risque-là, il va passer d'une probabilité de une fois tous les 3 ans à une fois tous les 10 ans. Donc on a une probabilité qui va augmenter, donc une culture qui sera plus vulnérable, un risque qui sera plus fréquent, et donc des pertes de rendement et d'évolution de la qualité. Ça pourrait être aussi bien donc perte de production brute avec des événements extrêmes, une sécheresse, ce genre de choses, que des événements plus chroniques d'accumulation de chaleur, de débrouillements précoces, ce genre de choses, ou d'évolution de qualité. Il va faire plus chaud plus régulièrement. Donc, dans le cas d'application de la vigne, par exemple, le taux de sucre des raisins va augmenter parce qu'il a fait plus chaud tout au long de l'année. Donc, la vigne a accumulé de plus en plus de chaleur et donc va produire de plus en plus de sucre. Donc, quelle que soit la filière sur laquelle on cherche à appliquer notre expertise, l'objectif, c'est de pouvoir répondre concrètement à un groupement de producteurs, à un producteur, quels seront les impacts sur sa production en termes d'évolution de rendement, d'évolution de sa qualité de production. Et donc là, c'est pour avoir déjà un diagnostic de est-ce que votre système de production, à date, est-ce qu'il est résilient, oui ou non. Et après, on aborde la deuxième partie du problème qui est la solution. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? Voilà. Et donc, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde qu'il y avait en fait finalement de distance. Il y a le diagnostic court terme et puis la stratégie à plus long terme d'adaptation. Exactement. Donc, une fois qu'on est face à un diagnostic, voilà, votre production risque de perdre temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider vers une transition durable? Donc, on a au court terme comment on peut vous accompagner. Donc, AXA Climate, on a le nom d'AXA dans notre nom. Donc, on se définit comme des assureurs climatiques engagés. Donc, quel type de solution d'assurance on peut mettre en place qui soit plus réactive et qui corresponde mieux aux besoins des agriculteurs, donc à travers notamment de l'assurance paramétrique. Et après, des solutions d'accompagnement pour aider à la transition des exploitations. L'assurance paramétrique, ça va être, on ne va pas assurer pour ceux qui... on n'est pas du monde de l'assurance, c'est probablement des notions assez nouvelles, mais c'est au lieu d'assurer une sortie de système, un niveau de production, un niveau de rendement, on va assurer un paramètre en entrée et par exemple un paramètre climatique. Je vais assurer un certain... On sait que pour les petits pois, j'ai besoin de tant d'eau, je vais assurer ce tant d'eau à un certain moment de la production. Et donc si je n'ai pas cette condition qui est réalisée, en tant qu'assureur, je peux réagir tout de suite et dédommager immédiatement mon client, pas attendre la fin du cycle de production. Donc avoir des solutions d'accompagnement qui soient beaucoup plus réactives sur un cycle de production qui correspond plus aux besoins des agriculteurs. Et donc solution plus long terme, c'est on a 4 piliers de solutions. Enfin, un qui était l'assurance, donc disons qu'il m'en reste 3. Le premier, ce sera donc de mettre en place des solutions de transition agricole plus durable. Donc
on a un diagnostic, on a diagnostiqué les enjeux, comment est-ce qu'on peut aider la transition de ce système de production pour qu'il soit plus durable. Une sécheresse, comment on peut travailler les sols ou améliorer les systèmes d'irrigation, ce genre de choses. Donc travailler sur les systèmes de production très concrètement, changer les variétés. Marcel parlait un peu de génétique et c'est des sujets sur lesquels on peut travailler. Un sujet de financement. Donc on a annoncé la semaine dernière que AXA Climate lançait un fonds d'investissement dans l'agriculture. On va y revenir tout à l'heure. Je ne spoil pas. Et le troisième, c'est la formation, qui est aussi un point clé. C'est que l'agriculteur, il n'est pas seul. Un ensemble d'agriculteurs n'est pas seul face à ces enjeux, mais il y a en général toute une filière à embarquer et toute une filière à sensibiliser sur ces enjeux climatiques. Et donc on a lancé des formations pour pouvoir diffuser la connaissance climatique et les enjeux climatiques dans tous les métiers d'une entreprise, que ce soit les achats, la finance, le marketing, pour que les enjeux et les risques soient perçus par tous les acteurs d'une entreprise. Merci. Voilà. Donc sensibilisation, accompagnement, formation, c'est vraiment des sujets qui reviennent très régulièrement. Absolument. Ce que je retiens aussi, c'est le rôle des mathématiques. On parlait tout à l'heure, les mathématiques sont entrées dans ma ferme il y a quelques années, mais elles sont vraiment là partout. Et donc je termine avec Fabien Poré. Donc Fabien Poré, vous êtes chez Bayer, vous êtes responsable de la sélection colza. Et en fait, en génétique aussi, en fait, les mathématiques sont bien présentes et vous utilisez aussi des modèles prédictifs, de l'intelligence artificielle, etc. Expliquez-nous comment votre société en fait s'engage pour aider les agriculteurs, leur fournir des outils pour s'adapter au changement climatique. Oui, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis en R&D, donc pour moi, c'est un monde tout nouveau que je redécouvre aujourd'hui, avec des gens qui sont en direct contact avec les agriculteurs. Chez Bayer, en fait, ça fait déjà quelques années où on est passé de offrir un produit à l'agriculteur à plutôt offrir une solution. Et on ne parle pas uniquement à l'agriculteur, on parle à la filière. Donc effectivement, on parle de la sélection. J'ai entendu la demande au début où la sélection joue un grand rôle, mais en fait, on pense plus, pas uniquement la sélection végétale, on pense la solution. C'est-à-dire que Bayer offre bien sûr des semences. Donc si on parle de la France, c'est des semences de colza, de maïs et de blé, mais aussi des semences potagères qui sont très importantes pour les émissions de carbone. Et en même temps, l'idée, c'est d'offrir une solution avec des protections des cultures, qui est aussi tout aussi importante pour garantir un rendement. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est... par le passé, on avait un grand nombre de semences qu'on sélectionnait au champ, dans un réseau mondial. Et de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on a des connaissances génétiques, puisqu'on est capable de séquencer très rapidement les différentes variétés, et en même temps d'essayer de comprendre l'impact, ce qu'on appelle le genome by environnement, donc l'interaction entre les génomes et l'environnement. Donc par le passé, on analysait ce qui se passait, et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on essaie de prédire, et on est capable de prédire en avance quel croisement, quelle plante sera la mieux adaptée pour quel environnement. Et en même temps, en utilisant donc des plateformes digitales, vous avez mentionné MyEasyFarm en France. Chez nous, la plateforme, ça s'appelle FieldView, donc Digital Farming System, qui utilise aussi les images satellites, justement pour identifier quels sols, quelles plantes sont adaptées. Et avant de parler à quel traitement on doit faire, à quel niveau, on fait même la première application, c'est la densité de semis. C'est de varier la densité de semis, là où l'agriculteur peut avoir un fort espoir de rendement, où il y a un faible espoir de rendement, on limite le nombre de plantes. Et donc, c'est ces solutions ensemble. Donc, pour en revenir à la sélection, clairement, on est dans une phase de transition chez Bayer depuis 2018. Cette transition, après le breeding 1.0, 2.0, 3.0, on arrive à ce qu'on appelle le precision breeding. Donc c'est vraiment d'être capable d'identifier des petites parties du génome, de les combiner et d'avoir une plante qui correspondra à ce dont on a besoin. Donc ça, c'est ce qui se fait en standard. Mais si on parle plus en France, c'est un impact sur l'environnement et des plantes plus adaptées, c'est-à-dire des plantes plus résilientes où les contrôles chimiques ont disparu. Donc on a besoin de plantes qui soient capables de résister aux maladies, aux insectes, et en même temps d'avoir des plantes qui aient besoin de moins d'eau, de moins d'azote. Donc là, c'est aussi la prochaine génération en maïs. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le smart corn. Donc c'est un maïs qui est plus faible, mais qui, en augmentant la densité
est capable de donner le même rendement au final pour l'agriculture. Un maïs dominant. Voilà, un maïs dominant, donc ça s'appellera Smart Corn dans l'entreprise. Et là aussi, ça sera combiné avec un système. Ça ne sera pas la semence seule, ça sera vraiment combiné. Donc en ce moment, il y a énormément de tests de fait. Quelle est la densité de semences idéale, quel est l'apport d'azote, quel est l'apport d'eau, et quels sont vraiment les avantages par rapport au maïs standard. Donc c'est vraiment là où l'entreprise investit. Si on parle blé hybride. Pourquoi blé hybride? C'est pour pouvoir avoir une combinaison de génétique des deux parents et pour pouvoir avoir des plantes qui s'adaptent mieux que si on a des lignées génétiques. Donc c'est vraiment là où on développe notre travail. Donc beaucoup de champs d'action différents pour une même entreprise et donc des solutions très précises. Hein. On est vraiment dans la précision. Ok. Lucille Dauger, vous commenciez à parler tout à l'heure du fonds. Donc je reviens sur cet aspect financement. En fait, Fabien Poré et vous-même, vous avez évoqué la création par vos entreprises qui sont des entreprises internationales de fonds justement dédiés au climat. Et à l'innovation pour faire face au climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous commenciez à parler de ce communiqué de presse qui était tombé il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois. Oui, avec plaisir. Merci Marie-Cécile. Oui, donc chez AXA Climate, on a cette conviction que l'on doit être partie prenante de la transition, s'engager avec les acteurs du changement, les agriculteurs. Et donc on a annoncé la semaine dernière donc, la création d'un fonds avec Tikeo Capital et Unilever de 300 millions d'euros pour cette année, à partir de septembre, pour mettre à l'échelle et accélérer les actions en faveur de l'agriculture, des projets d'agriculture régénératrice. Voilà, donc tout ce qui va toucher autour de la santé des sols, des ressources en eau et de la biodiversité notamment, donc avec 3 piliers structurants. Et voilà, donc on sera fiers d'accompagner ces projets dès septembre. Donc agriculture régénératrice, je fais juste une petite page de pub. Ce sera la thématique de notre conférence d'Assemblée Générale le 9 juin prochain. Je vous le rappellerai tout à l'heure, mais ça fait partie des événements à venir que Agridé organisera dans cette salle. 9 juin. Donc. Juste l'agriculture régénératrice, parce qu'on est... seuls les agriculteurs qui seront engagés dans cette transition de demain seront durables et donc assurables dans le futur. Donc c'est le choix qu'on a fait pour pouvoir les accompagner et être acteurs de la solution. Voilà. Très bien. Et donc côté Bayer, c'est le fonds LIPS. Oui, voilà. Donc, juste peut-être un mot, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, sur le bilan carbone. Donc, Bayer a aussi lancé un programme en 2017. Et à l'époque, c'était de garantir la neutralité de nos opérations en 2030. Parce qu'à l'origine, Bayer est une entreprise de production chimique, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et donc, on a une forte consommation et aussi par rapport à l'utilisation des serres pour la sélection. Mais la deuxième étape a été de dire on veut aussi engager les agriculteurs. Et en fait, c'est un plan qui a été lancé au niveau mondial. Les premiers pays pilotes, c'était aux États-Unis et au Brésil. En Europe, en ce moment, on a 27 agriculteurs qui sont en contrat, où en fait, on est en train de tester le système pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puisque vous avez mentionné tout à l'heure le bilan carboné. Et aujourd'hui, il n'y a pas de plan fait, et c'est pour ça que c'est plus des contrats qui sont faits pour tester quel système pourrait fonctionner, pour que ça soit valable pour tout, et pour que ça ait une influence sur la durabilité du système agricole. Pour en revenir au financement, donc Bayer veut intervenir sur l'avenir de l'agriculture et aussi sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique. Et l'idée, en fait, c'est de dire on a certaines activités de connaissances, mais en fait, le monde change très rapidement. Et donc, souvent, il y a des nouvelles technologies qui sont développées dans des startups, dans des petites entreprises. Et pour pouvoir y accéder, si on y croit, comment les financer, comment les aider. Et donc, en 2016, Bayer a mis en place ce qui s'appelle le Bayer LIPS. Donc, c'est un fonds d'investissement qui était doté au départ de 15 milliards d'euros, qui maintenant a été rallongé à 30 milliards d'euros pour les prochaines années. Et donc, c'est vraiment une évaluation avec des scientifiques spécialistes qui évaluent les entreprises et qui vérifient si ça correspond aux valeurs de Bayer et si ils veulent investir. Et l'entreprise reste indépendante, donc c'est vraiment un financement, et l'entreprise garde ses objectifs et n'est pas liée à la R&D de Bayer. Il y a certains contrats où c'est lié, par exemple dans le cas
d'amélioration des micro-organismes du sol. Donc il y aura une combinaison entre les semences de Bayer et les micro-organismes mis en place, mais en général les activités sont indépendantes des activités R&D de Bayer, justement pour garantir l'indépendance et le développement vers des nouvelles idées, et pour ne pas être limité par ce qu'on appelle le corporate development. Donc quand vous parlez micro-organismes du sol, ça peut être des biostimulants, des biofertilisants, Voilà, solutions biosourcées en tout cas qui doivent être développées aujourd'hui parce qu'aujourd'hui voilà. elles laissent encore à désirer. Il y a un Voilà, potentiel de développement important. Effectivement, et comme Valérie Frappier l'a mentionné avant, l'élément sol était souvent ignoré par le passé, et en particulier pour nous, puisque quand on travaille en serre, c'est un élément minimal, et ça fait partie des entreprises qui essaient d'augmenter le nombre de micro-organismes dans le sol pour pouvoir favoriser une meilleure prise des fertilisants du sol et garantir une meilleure croissance de la plante. Donc c'est pour ça que Bayer finance deux startups, donc BioWorks et Gino, qui sont... donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder sur le site Bayer Lips, et il y a la liste des entreprises que nous cofinançons et supportons. Donc un aspect intéressant, c'est vraiment les relations grands groupes et start-up. Ça fait partie des sujets. Je crois que Vivesia a des différents contacts aussi, partenariats, pas seulement avec MyEasyFarm, mais aussi avec d'autres. Oui, après c'est plus large en fait. Le rôle d'une coopérative, c'est de travailler en écosystème ouvert. En tout cas, c'est le fil rouge de Vivesia. La coopérative, elle travaille avec une trentaine d'acteurs. Son écosystème d'innovation, c'est à peu près une trentaine d'acteurs au quotidien, composé à la fois d'acteurs académiques, de clients, de fournisseurs, de partenaires comme vous, de start-up, etc. En fait, c'est comme ça qu'on avance pour projeter l'agriculture depuis déjà des années. Moi, je voulais juste revenir sur le financement, si vous me permettez. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives, et je salue les initiatives de fonds, etc. Mais en fait, l'enjeu, on le sait tous, c'est quand même l'addition des solutions ensemble, en fait. Parce qu'en fait, on sait bien, les transitions, elles se font déjà à l'échelle d'une exploitation, à l'échelle des rotations. Et puis, deuxièmement, ça se fait à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives de 10 agriculteurs par-ci, 15 agriculteurs par-là. Mais fondamentalement, on le sait, il y a deux enjeux. C'est comment on passe à l'échelle, c'était votre introduction de tout à l'heure, comment on massifie, et deuxièmement, comment on finance. Et en fait, l'enjeu du financement, de notre côté, enfin notre vision, c'est d'abord, l'enjeu fondamental, c'est comment on dérisque les agriculteurs. Et pour nous, on pense que ça peut passer que par l'addition en fait, de tous les maillons d'une filière. En l'occurrence, là, de notre côté, c'est céréalier, parce que nous sommes une coopérative céréalière. Et donc, ça passe à la fois par des primes filières, ça passe par de l'investissement public, pas se leurrer, français et européen, et éventuellement de génération de crédit carbone. Mais éventuellement. Parce qu'on le sait, c'est quand même au final le marché qui va payer, c'est le consommateur, c'est les acteurs agroalimentaires, enfin voilà. Donc et en fait, pour que ça fonctionne, je reviens sur le rôle des coopératives, parce qu'en fait, les coopératives peuvent en fait associer 15, 20, 30, 50% de sociétariat sur un territoire donné, et associer une coalition d'intérêts, d'acteurs qui, certains sont sur du blé, certains sur du colza, associer aussi des acteurs financiers, publics, régionaux, etc. En tout cas, c'est comme ça que Vivesia pense certains projets. En tout cas, on va y prendre notre part et on réfléchit à des projets concrets de massification sur notre territoire, c'est-à-dire de passer de 500 à 1000 agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure des expérimentations à 15 agriculteurs. C'est pas comme ça qu'on va faire changer en fait les chaînes agricoles et agroalimentaires dans 5 ans, 10 ans en bas carbone. Donc en fait, notre enjeu, c'est quand même qu'on arrive à trouver ces projets-là. On y travaille, qu'ils soient soutenables financièrement, qu'ils soient cohérents en lien avec les projets entrepreneuriaux des agriculteurs. Et puis, troisièmement, qu'ils soient mesurables et efficients avec des indicateurs de progrès sur
le sol, le climat, la biodiversité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénérative. Alors, je ne vais pas faire de buzz pour votre future conférence, qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénérative, mais bon, voilà, une agriculture résiliente, bas carbone, et puis qui est favorable pour la biodiversité, ça nous va bien comme définition. Ouais, c'est bien, c'est une bonne proposition de définition. Je pense à réfléchir, à travailler pour préparer notre future conférence. Merci beaucoup. François Thierard, je continue avec vous, peut-être pour un peu le mot de la fin pour cette première table ronde. Comment les solutions que vous proposez dans votre société permettent justement aux agriculteurs d'avoir des actions qui soient rentables dans cette adaptation et voire dans l'atténuation du changement climatique, rentable pour les agriculteurs. Parce qu'on avait bien vu que le problème, c'est le financement de la transition. Alors, puisqu'on est dans la minute de publicité, je vais peut-être en faire. Concernant la relation grand groupe start-up, vous savez peut-être qu'il y a le mi-juin, donc le LFD qui est organisé par la Ferme Digitale, dans lequel il y aura plus de 120 start-up dans le domaine de l'agtech. Donc c'est un appel à tous les grands groupes de venir voir pendant une journée les différentes solutions qui sont développées par les startups en France. J'ai une deuxième pub, on a parlé de mathématiques tout à l'heure. Je vous recommande pour la lecture d'été. Alors c'est peut-être pas forcément facile à lire sur la plage, mais le livre de Jérémy Winston, donc je ne me rappelle plus du titre exactement, de The Green Data, qui a développé donc tout un livre sur l'utilisation de la mathématique dans le domaine de l'équation alimentaire, exactement. Voilà. Donc pour répondre à votre question, comment on avance, comment nos solutions permettent aux agriculteurs d'avancer, puis peut-être à l'ensemble de la chaîne. Si on revient par exemple sur l'agriculture de précision, c'est pas moi qui le dis, hein, on a des confrères, on a parlé d'autres solutions sur le marché. Aujourd'hui, on sait, avec les chiffres de 2021, en moyenne avec les prix des intrants de 2021, que le fait de mettre en place de l'agriculture de précision, ça rapporte à un agriculteur entre 50 et 100 euros de l'hectare. Donc que ça soit, et principalement sur l'azote, effectivement, après, il y a la densité de semis, il y a éventuellement même la modulation des produits phytosanitaires. Donc ça, c'est en grande culture. Ça, c'est en grande culture, oui, effectivement. Donc c'est des chiffres qui sont assez bien admis par la profession. Aujourd'hui, ça dépend bien sûr beaucoup de l'hétérogénéité du sol. Parce que si on a un sol très homogène, il n'y a aucun intérêt à faire de la modulation. Mais en moyenne, quand même, en France, on a quand même des sols assez hétérogènes. Donc ça, c'est un vrai chiffre. C'est un chiffre financier. Par contre, effectivement, le gain de la transition peut être plus important que ça, puisqu'il y a un aspect environnemental qui n'est pas négligeable du tout. On sait, par exemple, dans un bilan carbone, parce qu'on là, on a parlé beaucoup de sol, mais il y a la partie également émissions d'équivalent de gaz équivalent CO2. Là, on parle de NO2. On sait que 60% des émissions aujourd'hui, en tout cas avec les fertilisants actuels, 60% des émissions viennent de l'utilisation de l'engrais. Donc quand on réduit sa quantité d'engrais, au total, on a un impact environnemental non négligeable. On va y revenir dans la deuxième table ronde. Voilà, donc mais comme je disais tout à l'heure, le principal élément aujourd'hui, c'est d'arriver à évangéliser l'ensemble de la filière, et pas que les agriculteurs, l'ensemble de la chaîne, pour que tout le monde prenne conscience de ce genre de choses. Après, on pourrait aller même au-delà de l'agriculture, hein, mais si on est dans le monde agricole, il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas faire de l'agriculture telle qu'on l'a pratiquée dans les 40 dernières années, dans les années qui viennent. C'est plus possible, ce genre de choses. Et donc, il faut qu'on arrive à faire ce basculement. Effectivement, comme disait Valérie, c'est pas juste avec des projets d'expérimentation, avec des dizaines d'agriculteurs, on va pouvoir y arriver. Il y a 18 millions d'hectares en France, il y a 100 000 exploitations de plus de 100 hectares. Donc on a un gros travail, les uns et les autres, pour aller éduquer toutes ces personnes-là et pour les emmener dans la bonne direction. Merci. Lucille Dauger, même question, dernier mot. En fait, comment vos solutions permettent finalement aux agriculteurs d'entrer dans une transition qui soit rentable, si possible, et comment permettent-elles finalement aux filières de valoriser ce qui se fait en amont?
Il y a deux choses qui ont fait écho dans ce que vous avez dit Valérie et ce que vous avez dit François. C'est déjà effectivement c'est un ensemble de solutions la solution c'est un ensemble de solutions finalement, et pour l'agriculture je trouve que c'est encore plus vrai parce que le problème il est complexe, qu'on a besoin d'une expertise qui est appliquée non pas à une maille large, mais à une maille qui est très précise, et c'est combiné ce besoin d'expertise locale, un système de production à l'échelle locale, des enjeux climatiques à une échelle pédoclimatique et une petite zone agricole, sur lesquelles on va appliquer des solutions, mais dont tout le territoire a besoin. Et donc ça, c'est un besoin d'expertise scientifique et agronome et climatique dont on a besoin pour aller identifier les vrais et prioriser en fait les vrais enjeux. Et après sur les solutions, je vous rejoins tout à fait sur le besoin d'embarquer toutes les équipes, François, de toute une filière. C'est pas juste un agriculteur, mais tout l'ensemble d'une filière, un acheteur, toute la filière doit être embarquée et donc sensibilisée. Et il y a des enjeux, des messages qui doivent être évangélisés. Et donc un besoin de formation qui est fort. Et donc ça, vous me parlez minute pub, mais s'il y a un besoin de formation qui est fort, je pense, parmi les entreprises de l'agroalimentaire jusqu'au marketing, jusqu'au bout de la chaîne de valeur. Et donc de pouvoir diffuser ce savoir au sein d'entreprises, c'est crucial. Donc chez AXA Climate, on a un produit qui s'appelle la Climate School et qui se veut vulgariser ces enjeux et les diffuser au mieux dans les entreprises. Voilà, globalement. Merci. Et donc, le mot de la fin à Fabien Poré. Merci. Je vous rejoins tous sur les solutions. Bayer reste une entreprise d'innovation et on a beaucoup parlé de technologie. Et clairement, notre mot, c'est d'avoir accès à toutes les technologies qu'on puisse mettre en place pour délivrer une solution à l'agriculture et de ne pas inoculer certaines solutions quand on parle de New Breeding Technology qui pourrait éventuellement nous aider à trouver des solutions. Nous ne disons pas que c'est la solution unique, mais nous disons que c'est une partie des solutions qui pourraient nous aider. Et ça, c'est quelque chose pour lequel Bayer se place en Europe pour pouvoir avoir une agriculture éco-responsable, mais en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition et en ne les omettons pas directement dès le départ, sans les avoir évalués correctement. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous insistons. Avec tous les acteurs de la filière, clairement, ce n'est pas Bayer seul qui fait les choses. Et vous avez parlé des Climate School. Pour nous, ce qu'on met en place, c'est des fermes à disposition. Donc il y en a une vingtaine en France où on propose aux gens, pas aux agriculteurs parce qu'ils connaissent leur métier, mais aux gens de la ville, aux gens qui ne connaissent pas l'agriculture, de venir voir ce qu'on fait et d'éduquer. Puisque ça a été mentionné tout à l'heure sur la place de l'agriculture dans la société française, ou en Europe. Et c'est vraiment quelque chose où on se dit c'est tous ensemble et ce n'est pas la filière agricole seule. Ça sera tous ensemble qu'on peut changer les choses. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vous propose de les applaudir. Donc je vais prendre peut-être une première réaction de notre grand témoin. Et puis ensuite, on prendra les questions qui sont arrivées en ligne de la part des personnes qui sont connectées. Et puis ensuite, on passera à la salle. Alors, Serge. Ça ne va pas être très long, parce qu'il y a 3 choses que je suis particulièrement attaché qui ont été dites. Donc je vous remercie de faire mon travail. Parlez bien dans le micro. Ça me simplifie le travail de synthèse. Premièrement, vous avez tous parlé de science. J'ai l'impression que la science a été vraiment au centre du débat, et c'est vraiment à partir de la science qu'on découle les adaptations, les solutions. Et n'oublions pas que le changement climatique, à la base, c'est une science, c'est la climatologie, et déjà, on part déjà très bien si on s'appuie sur les résultats du GIEC, parce qu'on ne le fait pas suffisamment. Ça, c'est très important que je le dise. Ensuite, un autre point qui m'est particulièrement important, c'est le numérique. Vous avez tous parlé numérique, et moi, je suis vraiment très satisfait, parce que le numérique, ça permet un petit peu d'agréger toutes ces connaissances scientifiques et d'en tirer des conclusions. Voilà, on a des épisodes climatiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on un peu nouveaux, et donc on peut pas se baser sur nos habitudes, nos connaissances, parce que vu qu'on est hors norme, et seul le numérique peut nous aider un petit peu à dépasser les limites de nos connaissances et un petit peu voir dans le futur. Et le dernier point, c'est la pédagogie.
parce qu'il y a plein de choses qui changent. Les agriculteurs sont parfois un peu des têtes de mule, il faut le dire les choses comme ils sont. C'est un peu compliqué d'aller sur le terrain, de leur dire voici les résultats scientifiques, il faut aller vers là. Ils vont toujours vous dire moi mon sol il est comme ça, moi mon microclimat il est comme ça, vos résultats ils ne sont pas adaptés à moi. Donc il faut vraiment apporter de la pédagogie, parce que la pédagogie apporte l'acceptabilité. Et à partir du moment où on a l'acceptabilité, on peut avancer. Et vous avez tous les quatre parlé de ces 3 sujets. Et moi, je suis très satisfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à nos modérateurs, Gabriel, est-ce qu'il y a eu des questions pour nos intervenants de par les gens qui sont connectés à distance? Alors, petit problème de micro. Vous m'entendez? Essaye encore. Sinon, tu peux te mettre au pupitre, ce sera peut-être ce qu'il y a de plus simple. Il avait l'air de marcher, mais bon. Voilà, on va prendre les questions au pupitre. Vous m'entendez? Très bien. Donc, je suis Gabrielle Dufour, responsable communication d'Agridé. Bonjour à tous. Alors, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises dans le chat. Merci d'ailleurs aux internautes de nous suivre sur le chat d'Agridé. Alors, cette question, c'est à quel point les initiatives citées par nos intervenants ici sont-elles soutenues en France politiquement, en France mais aussi ailleurs? Alors, qui veut Je ne sais commencer? pas qui peut répondre à cette question. François. Je peux me lancer. J'étais encore avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture vendredi dernier. Donc nos élus ou nos organisations publiques, effectivement, cherchent à soutenir l'agriculture dans ce domaine-là. Et je pense que notre ancien ministre de l'Agriculture, je pense qu'on peut dire maintenant ancien, parce Futur que ancien, peut-être qu'il y en a un ancien nouveau futur. maintenant qui est en train d'arriver. Je pense qu'en tout cas, il a poussé dans cette direction-là. Donc il y a une volonté au niveau franco-français de faire ce genre de choses. Il y avait même, comme on le disait tout à l'heure, une volonté d'aller au niveau européen par rapport à ça. Les aspects politiques, quand on est à 27, c'est pas aussi simple que quand on est à un État. Donc, en tout cas, il y a des initiatives dans ce domaine-là. Sans vouloir faire de pub, demain, je suis en Allemagne, moi, pour aller pitcher sur des sujets du carbone en Allemagne. Donc, on voit bien qu'il y a des initiatives dans différents pays. On a nous-mêmes des initiatives au Brésil avec l'Embrapa sur des sujets de soja bas carbone, par exemple. Donc, vous voyez, donc il y a des initiatives au niveau international qui se font jour. Ça sera d'autant plus difficile, effectivement, d'arriver à avoir un sujet commun qui soit géré par l'ensemble des choses. Il y a un autre débat également, c'est l'additionnalité de tous ces sujets-là. Je sens l'autre page de pub qui arrive. Sans vouloir faire une autre page de pub, effectivement, on aura un lancement officiel la semaine prochaine d'une organisation qui s'appelle CA, Climate Agriculture Alliance, qui est un regroupement d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine du bas carbone pour vérifier qu'on n'est pas en train de compter 2 fois ou 3 fois les mêmes crédits carbone ou même financement carbone. Pour l'instant, c'est principalement français, mais c'est ouvert au niveau international. Donc il y a effectivement des initiatives au niveau européen ou au-delà. Lucille? C'est une très bonne question. Moi, j'ai une phrase de Marcel qui m'avait pas mal marqué quand on travaillait sur les enjeux climatiques des cultures sur lesquelles il travaillait. C'est plus un risque de sécheresse ou n'importe quel risque, quel aléa climatique, ce qui est encore plus imprédictible, ça va être la réglementation parfois. Et donc pouvoir construire un savoir scientifique et des arguments scientifiques, utiliser la science comme levier d'action de la réglementation. Je pense que en tout cas chez AXA Climate, on croit plus à ça aujourd'hui pour pouvoir faire changer les choses et embarquer une voie politique. Après, ça reste, comme le disait Serge, on reste avant tout scientifique avant d'être politique ou quoi que ce soit d'autre. Fabien? Au niveau européen, il y a une proposition de loi ce qu'on appelle le Green Deal, qui est en train d'être propulsée et qui va. C'est pas que le carbone, c'est l'ensemble de l'agriculture. Et clairement, ça va impacter l'agriculture de demain, la régulation et la manière dont on travaille.
Et donc nous, en interne, on est en train de faire l'évaluation de la proposition et en même temps faire force d'autres propositions pour compléter où là on voit des problèmes pour l'avenir, pour garantir la production du futur. Et il y a une équipe qui est en train de mettre en place. Et c'est un responsable de projet qui est déjà directement rattaché au comité directeur pour montrer l'impact, puisque ça, c'est pas uniquement pour l'agriculture, c'est aussi pour la pharma. Donc c'est pour l'ensemble du groupe Bayer, pour voir quels sont les impacts du Green Deal, quelles sont les opportunités, comment ça peut impacter nos activités en interne et en externe. Donc c'est vraiment une volonté. Et même aux États-Unis, où on a lancé notre premier programme, et pourquoi là-bas? C'est parce qu'on avait la solution FieldView qui était le mieux développée pour pouvoir le faire. Et en même temps, puisque l'agriculture américaine produit aussi beaucoup d'effets CO2, et c'est pour ça que c'était le premier projet mis là-bas, mais c'est une discussion mondiale. Et on sait maintenant que toute régulation qui est mise en place en Europe est souvent étendue dans les autres parties du monde, et ça ne reste jamais franco-français ou basé uniquement en Europe. Là, vous parlez du projet carbone, hein, c'est ça? Oui, du projet carbone ou de toute régulation en général, s'il y a il y a un effet qui s'étend sur un projet qui fait du sens. Ok. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose? Pas tellement plus. Effectivement, les pouvoirs publics ont un rôle majeur dans l'organisation de ces enjeux-là. La France est plutôt effectivement en avance, mais tout va se jouer quand même à l'échelle européenne. Et sur le Green Deal, je pense qu'à l'aune du contexte que l'on connaît aujourd'hui, il y a sûrement des adaptations qui vont être trouvées pour concilier sécurité alimentaire, sécurité climatique, etc. Énergétique. Donc vous allez en parler aussi tout à l'heure. Donc oui, les pouvoirs publics ont un rôle clé. Après, il y a des initiatives aussi à l'international où il y a une forme de... il y a des travaux qui sont engagés aujourd'hui sur des normes internationales qui sont aussi clés parce que aujourd'hui, les acteurs agroalimentaires, ils sont aussi internationaux et donc il faut pouvoir avoir des bases comparatives robustes, acceptées de tous, sinon on ne pourra pas faire avancer les sujets de transition bas carbone. Et j'ajoute un point lié à la biodiversité, c'est pareil. Ces enjeux de biodiversité, il faut à un moment donné, il y a les COP biodiversité qui sont en train de s'organiser, mais il faut aussi trouver en fait une façon de travailler sur des standards internationaux comme GH Protocol sur le carbone. Sur la biodiversité, dans le futur, ça sera fondamental aussi pour pouvoir engager après des démarches de progrès à la fois pour des coopératives ou à l'échelle des entreprises et des fermes agricoles. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Une question pour Lucie Daugé, d'un de nos internautes. Quels sont les investissements et quels sont les dossiers qui peuvent être financés par le fonds de AXA Climate? C'est une bonne question. C'est encore relativement récent, mais globalement, on cherche à financer des projets d'agriculture régénératrice avec 3 piliers qui vont structurer les projets qui peuvent postuler autour de la santé des sols, autour des ressources en eau, de l'économie des ressources en eau, et autour de la biodiversité. Donc c'est encore assez récent, donc on est ouvert à, je pense, beaucoup de typologies de projets, mais voilà, je pourrais plus détailler, je pense, en dehors de la conférence pour plus détailler. Mais on a en tout cas 3 piliers assez... Merci. Merci bien. Écoutez, on va passer aux questions dans la salle. Alors, je crois qu'il y a un micro-baladeur. Charlotte, ouais. Qui a des questions? Plein de monde. Je vois Bernard tout au fond. Monsieur, parlez bien dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Le prix du carbone au niveau de la Commission semble être défini à 50 €, quand dans les autres continents, ça va être entre 5 et 15 €. La rentabilité pour la France serait autour des 80 à 100 €. C'est quoi l'avenir pour les agriculteurs? François. Je vais répondre. Effectivement, c'est un enjeu de base parce qu'effectivement, si on génère des crédits carbone, et je pense que Valérie dirait la même chose, elle le dira juste après probablement, les crédits carbone, c'est pas la poule aux œufs d'or, c'est pas ça qui va financer l'ensemble de la transition agroécologique de l'agriculture.
C'est un moyen supplémentaire de financer les agriculteurs. Le prix du carbone, de la tonne équivalent carbone, donc du crédit carbone, elle est sur le marché volontaire, donc il n'y a pas de prix fixé. C'est un marché volontaire, donc c'est un accord entre un acheteur et un vendeur, le vendeur étant l'agriculteur. Donc il n'y a pas de prix fixé aujourd'hui. Et si on regarde le prix de la tonne de carbone sur le marché, cette fois-ci réglementé, effectivement, on voit que la courbe maintenant va assez haut, parce qu'on est au-delà des 50. Je pense qu'on est plutôt vers 80 ou 100 euros de la tonne maintenant. Donc ça monte de manière importante et ça va probablement continuer à monter dans le futur. Par rapport à votre question, effectivement, de se dire sur le marché, je peux trouver du crédit carbone à 5 $, ou à 5 euros, ou moins cher, voire même en Indonésie, dans la reforestation, par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas dans la logique du label bas carbone, c'est de financer des actions locales. C'était la raison d'être de ces projets label bas carbone du ministère de la Transition écologique. Et pour avoir discuté avec différents potentiels acheteurs de crédit carbone, vous avez peut-être vu, par exemple, qu'il y a une quinzaine de jours de ça, il y a eu un décret qui est sorti qui dit que les compagnies aériennes doivent compenser leurs émissions en partie par des crédits carbone. Il y a une volonté par exemple, d'Air France de se dire je vais financer localement mes émissions, je vais compenser localement mes émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une action, alors ça va forcément coûter plus cher que ces 5 $ aujourd'hui pour replanter des arbres en Indonésie. Ça va coûter plus cher, mais ça sera plus local, et donc ça aura une valeur plus locale au niveau de la réduction des émissions. On va prendre une autre question, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Monsieur. Bonjour à tous. Moi, je suis Jean Vorer, je suis administrateur à la Fédération nationale des jardins familiaux. Vous allez me dire, mais quel rapport avec tout ce qui vient de se dire ? Le rapport, il est évident. C'est-à-dire que dans nos jardins familiaux, chaque parcelle est un petit laboratoire agricole. Donc je suis passionné par ce qui a été dit. Je voulais simplement lancer un appel à la génétique, parce qu'on nous a supprimé tous les produits de traitement dans les jardins familiaux. Donc nous sommes une expérimentation grandeur nature, et nous subissons le fait que rien n'a été prévu au départ avant de nous supprimer nos produits. Donc il faut sans arrêt imaginer des solutions, et il faudrait le faire vraiment avec des chercheurs pour arriver effectivement à... Nous vivons en plein le changement climatique en plus, avec des problèmes de changement d'habitude. Nous ne savons plus à quelle date il faut semer, parce qu'il y a eu des années récentes où effectivement les cultures ont très mal pris. Il y a eu des problèmes de mildiou sur la pomme de terre. Certains secteurs même dans les jardins familiaux ont été complètement détruits par le mildiou. Donc je lance un vigoureux appel à la génétique pour que les chercheurs nous aident à sortir des variétés beaucoup plus résistantes et beaucoup plus résilientes par rapport au climat. Donc c'est un appel à Fabien Poré. Oui. Voilà, parce que nos petits jardins familiaux, ça représente peu de choses par rapport à la grande agriculture française. Mais je vous assure qu'on a vraiment besoin de recherche et d'aide pour travailler justement sur... et il y a un problème très important aussi pour nous, qui est la gestion de l'eau. Alors on essaye de faire récupérer à nos jardiniers un maximum d'eau de pluie. Ça se fait beaucoup dans les jardins familiaux. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres moyens pour sauvegarder l'eau au maximum et arriver à avoir suffisamment d'eau en été? Dans certains secteurs français, on va en manquer cruellement. Merci. Fabien, vous voulez sur l'eau, je ne peux pas répondre, mais sur la sélection, sur la génétique, clairement, nous avons des activités pour développer des nouvelles variétés, semences potagères, mais ça reste souvent limité aux professionnels, puisque on n'a pas parlé de coûts aujourd'hui, mais quand on parle de coûts de sélection,
On parle, enfin pour Bayer, c'est en centaines de millions d'euros par an de budget, juste pour quelques grandes cultures. Et même si on parle aujourd'hui de la tomate ou autre, c'est la même chose. Et surtout, quand on parle d'un programme de sélection, sur une plante qui est séquencée, bon, pour laquelle on connaît les séquences du génome, si ça va vite, on peut y arriver en 10 ans. Mais sur des semences potagères sur lesquelles on a très peu d'informations, très peu de diversité génétique, des fois à disposition, on peut parler de 15 à 20 ans. Donc si on voulait aujourd'hui avoir quelque chose à disposition, il aurait fallu commencer au début des années 2000 à faire des programmes de sélection spécifiques. Donc ça, c'est la deuxième partie aussi quand on parle de sélection, c'est que ça prend énormément de temps et énormément de ressources. Et après, on parle de la disparition des produits chimiques. J'ai envie de dire l'alternative qui est proposée, c'est certainement des produits biologiques sur lesquels ça sera la solution court terme, ou alors l'utilisation de plantes, ce qu'on appelle accompagnantes, ou qui attirent les insectes ou qui protègent. Donc c'est vraiment le mélange de cultures qui est à court terme. Mais là, malheureusement, je ne peux pas vous rassurer qu'en sélection génétique, très rapidement, nous n'aurons pas de solution. Merci. Une autre question? C'est moi qui ai le micro. Je pouvais peut-être juste sur l'eau, pour répondre à monsieur. Bon, vous savez probablement qu'il y a eu le Varenne de l'eau qui s'est mené l'année dernière pour réfléchir sur un certain nombre de sujets. Là, je parle bien de l'agriculture, probablement pas pour les jardins. Il y a des initiatives aujourd'hui pour également essayer de pouvoir stocker de l'eau qu'on a, comme disait tout à l'heure Serge, au mauvais moment et qu'on ne peut pas réutiliser au bon moment. Il y a un certain nombre d'initiatives également d'un point de vue numérique pour utiliser par exemple les données. Nous, on a un module qui permet de calculer la quantité d'eau nécessaire à un endroit donné. Et en fait, 1 millimètre d'eau mis sur un type de sol donné n'a pas forcément le même résultat selon que le sol est sableux, argileux, etc. Donc on peut parler d'irrigation de précision qui va probablement se développer dans le futur en agriculture. Merci. Donc, dernière question, parce qu'on commence à être en retard. D'accord, merci Marie-Cécile. Moi, j'ai 3 petites questions. Une à monsieur Thiérard. Vous avez parlé, alors c'est peut-être le nom de votre start-up, MyEasyFarm, mais globalement, vous avez parlé justement de différencier dans les partiels, etc. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous utilisez beaucoup l'identification et les évaluations satellitaires FarmStar? Est-ce que ça rentre dans votre schéma justement d'accroître une économie bas carbone? Si je peux me permettre de poser les 2 autres petites questions à Monsieur Poré, vous venez de parler, vous avez parlé des New Breeding Techniques, que la Commission européenne appelle les New Genomic Techniques. Comme vous le savez, il y a une consultation publique actuellement pour faire évoluer la réglementation. Et vous avez parlé aussi de la mise au point de nouvelles variétés. Donc, question, est-ce que vous pensez que ces NGT vont permettre de raccourcir les délais pour obtenir des variétés plus adaptées justement à l'évolution du changement climatique? Et aussi, quel est votre sentiment général sur cette consultation européenne? Et puis la dernière, c'est à Madame Frappier, qui est la compétitivité de la productivité des céréales en France, par exemple comparée au prix qui se pratiquait en Ukraine ou en Russie de leurs exportations était vraiment beaucoup plus haut. Pensez-vous que la démarche que vous initiez va permettre d'augmenter cette compétitivité? Merci Catherine pour ces questions. Charlotte, tu peux récupérer le micro. Je vais répondre très rapidement. Donc, voilà. Donc oui, on utilise on intègre les données de FarmStar, mais comme d'autres OAD du marché, pour faciliter la modulation d'engrais typiquement. Donc oui, on fait ce genre de choses. Ça permet donc en modulant l'engrais, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue environnemental, de réduire les émissions dans l'atmosphère, non pas de CO2, mais de NO2. Tout à fait. Donc, par rapport aux nouvelles techniques génomiques, clairement, c'est un des outils de notre palette qui est utilisé dans d'autres continents, dans d'autres régions, et qui a prouvé sa valeur ajoutée, puisqu'une fois qu'on a la connaissance du gène ou qu'on veut changer, ça va beaucoup plus vite. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps, et c'est utilisé pas uniquement par des grandes entreprises comme Bayer, mais aussi par beaucoup d'universités ou de start-up
que ça soit même en Europe. Et on l'a vu, on en avait parlé pendant la discussion avec Marie-Cécile, on l'a vu avec le Covid et le développement de nouveaux vaccins en utilisant une nouvelle technologie qui était à disposition mais qui n'avait jamais été utilisée. Et clairement, on pense que c'est une des technologies qui pourra nous aider à développer des variétés mieux adaptées aux besoins du futur. Par rapport à l'évolution de la régulation, donc nous avons un département qui fait partie des discussions, des forces de proposition. Donc il y a ces parties de consultation et Bayer répond toujours avec une force de proposition. Est-ce que c'est accepté ou pas? Ça reste toujours ouvert. Mais nous restons ouverts à la communication et à la discussion. C'est un enjeu de compétitivité. Déjà, hein, c'est une réponse. D'abord, sur la première question, sur la partie Ukraine, déjà, les points de repère sont bousculés depuis 3 mois. Donc, il faudrait en fait créer une autre table ronde dans les prochains mois pour en fait faire le point sur les enjeux de compétitivité de l'agriculture française au regard des nouveaux schémas géopolitiques qui sont en train de se dessiner. Sur la partie des filières bas carbone, oui, ça peut être une source de création de valeur pour les agriculteurs de nos territoires, voilà, à condition de construire des filières pour lesquelles le marché accepte aussi de payer. Et donc, c'est aussi une question après de savoir si le consommateur, dans le futur, va pouvoir payer, parce que là, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Donc, il y a certains consommateurs qui ne vont pas pouvoir accéder peut-être à des produits qui favorisent des pratiques favorables pour le climat, etc. Donc c'est très complexe, mais en tout cas, il y a une formidable opportunité pour les agriculteurs de reprendre un peu leur destin en main sur en fait, la valorisation de leur production. Donc, en tout cas, on y travaille, nous, d'arrache-pied, et on a déjà quelques valorisations de production bas carbone. Et en tout cas, c'est un fil rouge pour le futur pour nous. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première table ronde. Merci à tous les 4.